Donc, je m'appelle Loïc Chapacher et je vais vous présenter Métagelan. Donc, j'ai créé une société qui permet de faciliter l'accès au métaverse pour les marques. Donc, le métaverse, on en parle beaucoup, mais en réalité, il y a très peu de monde qui a déjà mis un pied. Les sociétés viennent dedans, mais à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de barrières à l'entrée. Pour mettre les pieds dans un métaverse, en réalité, il faut posséder des terrains virtuels, il faut des compétences en 3D, il faut des compétences en développement. Donc, tout le monde en parle, mais très peu d'acteurs font réellement des expériences dedans. Donc pour vous expliquer brièvement mon parcours, donc moi de formation je suis ingénieur informaticien. J'ai également une passion ancienne pour les cryptos, les métaverses et les sujets blockchain. Donc mes premiers pieds dans un métaverse, c'était en découvrant le projet Decentraland dès 2018. Et je suis également expert en monnaie antique. Et donc j'ai vraiment fait une bascule des monnaies anciennes vers la crypto-monnaie et des civilisations anciennes vers le métaverse. Donc je vais me permettre de redéfinir ce qu'est un métaverse selon ma vision, parce que les visions s'affrontent. On va retrouver d'un côté la vision du métaverse des grands groupes tels que Meta, où on sera sur quelque chose de centralisé, où on va retrouver par exemple tout ce qui est bâtiments commerciaux d'un côté, catalogue musical de l'autre. On va retrouver les moyens de paiement autorisés, ils sont là. Donc on est dans un environnement qui est assez clos, dans lequel on est assez contraint, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. On va retrouver d'autres visions du métaverse issues d'acteurs de la VR et du jeu vidéo qui vont nous dire que le métaverse, ça existe depuis 20 ans. Et on va retrouver des personnes qui sont issues du monde du Web 3 qui pensent que le métaverse, c'est quelque chose qui est en train de naître actuellement grâce à différentes briques technologiques qui deviennent matures uniquement maintenant. Donc je ne dis pas que la vision de mes camarades est fausse, je dis juste qu'on partage des visions différentes et qu'il n'y a pas encore de consensus dessus. Donc le métaverse, pour moi, en fait, il y a un des principes fondamentaux, c'est le principe d'identité numérique ou d'avatar. Là où sur le Web 1, son identité numérique, c'est un couple login mot de passe. Sur le Web 2, son identité numérique, c'est ses réseaux sociaux. Donc on est connu grâce à ses réseaux sociaux. Sur le Web 3, en fait, ça va être un portefeuille en crypto. Ça va être son avatar qui va porter à la fois ses possessions virtuelles, ses moyens de paiement. Donc en fait, le métaverse, c'est quelque chose qui vient vraiment s'imbriquer dans le Web 3, qui est quelque chose de récent et qui prend vie grâce à des technologies comme la blockchain et grâce aux technologies comme les NFT qui permettent de créer de la rareté et de la propriété dans le monde digital. Parce que sans rareté et sans propriété, on ne peut pas véritablement créer. Et moi, je défends la vision de ce qu'on appelle de l'open metaverse. Donc un metaverse open, c'est un metaverse dans lequel on va pouvoir accès aux outils de modélisation en 3D, aux outils de développement et dans lequel on va pouvoir administrer, gérer ses contenus soi-même. Donc je peux parler d'autres concepts, parler d'interopérabilité par exemple. Pour moi, on ne peut pas parler de métaverse si jamais on est prisonnier d'un environnement virtuel. Si je prends le cas d'un jeu vidéo par exemple, en réalité, l'éditeur va fixer les règles. Il va écrire le scénario, ce qu'on possède à un instant donné, peut-être que demain on ne le possédera plus. Et une technologie comme les NFT, avec un bon usage d'une interopérabilité entre les mondes, ça va permettre justement de basculer ses possessions d'un univers à un autre. Et cela, ça sera porté grâce à son avatar digital. Donc c'est des sujets qui sont vraiment importants de bien comprendre. Il y a le côté ouvert, le côté persistant. Moi, je mets vraiment à part tout ce qui est monde virtuel, fermé, comme on le fait avant. Il y a vraiment cette composante événementielle, communautaire, qui fait partie intégrante du métaverse, selon moi. Donc, on parle beaucoup de métaverse. Je vais vous donner quelques cas concrets d'usage, d'exemples, d'opérations que j'ai réalisées dans le cadre de ma société récemment avec des sociétés. Donc, par exemple, avec EGG, c'est une grosse agence événementielle. En fait, on a organisé le premier événement corporate mondial dans le métaverse. Donc, concrètement, ça signifie quoi? On a amené une centaine de personnes du top management d'EGG dans un environnement qu'on a configuré pour eux, un environnement ouvert dans lequel il y a eu différents speakers qui ont streamé des contenus en temps réel. Les participants étaient là, on peut assister à la présentation. Suite à cette présentation, les différents intervenants se sont réunis dans des petites salles de sous-commission où ils ont pu échanger entre eux. Et à l'issue de ces talks, en fait, on leur avait défini des points d'intérêt, des centres d'intérêt. Ils ont fait du tourisme sur le métaverse sur lequel on est installé actuellement, le métaverse de Decentraland. Donc on a vraiment créé quelque chose, un événement qui a duré 1h30 et qui a réuni de façon corporate, dans un cadre privé initialement et public dans la phase touristique, une centaine de personnes.
Donc je peux citer également le vernissage qu'on a fait pour l'artiste Karl Lagas fin 2021. Donc on a fait une belle expo dans laquelle on a mis en scène, on a scénographié une cinquantaine d'œuvres. Donc on a mélangé des œuvres physiques, des œuvres digitales sous forme de NFT, des modélisations en 3D. Et on a exposé pour environ 5 millions d'euros d'œuvres. On a fait nos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires dans le métaverse à ce moment-là. Donc on était fin 2021, donc on était au tout début de la course au métaverse. Nous, on était déjà dedans depuis 1 an environ, depuis début 2021, mais en réalité, on possédait même nos terrains depuis 2018. Donc, on s'est retrouvé sur un secteur qui n'intéressait personne et qui a eu une véritable traction à partir de fin 2021. Je peux citer également une très belle opération qu'on a faite tout récemment, il y a 2 semaines, auprès de 20 minutes, avec qui on a fait la première distribution de journal dans le métaverse. Donc concrètement, cette opération, c'était quoi? On a créé un rack de distribution de 20 minutes. On a distribué l'édition du journal. Maintenant, c'est un point de distribution quotidien. Et dans le cadre de l'événement de lancement, en fait, on a fait ce qu'on appelle un wearable, un polo virtuel que les avatars ont pu porter. Ce wearable, c'était des NFT, c'est des objets à collectionner, c'est des outils marketing. Et c'est une opération où les gens ont pu venir à l'événement, ont pu repartir avec un polo, ont pu faire leur premier pas dans le métaverse. Et pour clôturer la soirée, par exemple, on avait un vrai DJ qui a fait un set d'1 heure sur le toit. Donc en fait, on a créé une opération qui a duré environ 1h30, qui a accueilli précisément 1177 visiteurs. Et en fait, tout le monde est ressorti très content d'avoir fait leur premier pas dans un univers ouvert et persistant. Et ils sont repartis donc avec des petits cadeaux à la fin de l'opération. Et je peux parler d'un autre cas d'usage. Moi, je ne suis pas entrepreneur dans le bâtiment, mais je suis dans la tech, mais il y a certaines passerelles qui sont en train de se faire. Et par exemple, on est en train de mettre au point une offre pour créer des salles de bureau virtuelles dans le métaverse. Donc, vous pouvez me demander à quoi ça sert. Là où actuellement, une société peut avoir une quinzaine de salles physiques, par exemple, avoir une salle virtuelle, ça peut permettre, dans certaines occasions, de scénographier quelque chose. C'est-à-dire, à titre d'exemple, on va pouvoir créer une galerie de produits, la montrer, mettre une musique d'ambiance, choisir la couleur du mur, du sol. Et en fait, quand ces collaborateurs vont découvrir la salle, en fait, il y aura ce côté mise en scène qu'on ne pourra pas faire dans une salle de réunion en vrai. Et pareil, si on veut paramétrer la salle de réunion pour accueillir des collaborateurs externes, en fait, ça va changer d'un traditionnel Teams ou Zoom. Et en fait, ce qu'on essaye de construire avec notre plateforme, c'est justement de rendre accessible et paramétrable ce type d'environnement. Donc les enjeux de demain, ils sont énormes. En fait, il faut voir le métaverse comme le web de demain, c'est-à-dire là où, quand on va sur Internet, on est sur quelque chose qui est quand même plutôt statique. On voit qu'il y a par exemple 15 visiteurs qui sont connectés sur le site, on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas parler avec eux. Le principe du métaverse, c'est passer d'un site 2D à un site en 3D accessible sur navigateur, sans casque de VR, en toute simplicité. Les autres visiteurs, on pourra les voir. La personne qui va tenir le magasin, la galerie, on pourra aller lui parler. Et en fait, on vient en quelque sorte humaniser un Internet qui est pour l'heure très froid et où quand on parle à un chatbot, on ne se rend plus vraiment compte qu'il y a quelqu'un derrière. Donc la promesse du métaverse, ce n'est pas forcément de passer plus de temps, d'être connecté plus longtemps, mais ça va être de transformer cette expérience et de permettre aux gens de se voir et d'interagir entre eux. Donc actuellement, dans le métaverse, il y a quelques millions de visiteurs par mois, donc il y a vraiment très peu de monde, mais il y a des grands groupes comme Citigroup qui parlent déjà de quasiment 5 milliards de visiteurs d'ici 2030. Ça signifiera concrètement qu'en 2030, on ira tous, sans s'en rendre compte, sur une expérience Web3 au cours de sa navigation, parce qu'on va visiter dans sa journée un site en 3D où on verra les autres visiteurs. Et Facebook l'a très bien compris, le métaverse, c'est un peu l'avenir de la communauté parce que ça permet d'échanger, de créer un univers qui correspond à son audience, ça permet de fidéliser, ça permet d'engager et ça permet de créer un lien totalement différent avec les personnes qu'on va accueillir dans ces environnements. Et ça va être bien sûr un environnement où des tas de métiers sont en train de se réinventer. Quand on fait nos événements, il y a des gens qui sont là pour de la captation d'événements, de vidéos, des captures d'écran. Il y a des gens qui vont nous aider à modéliser, à scénographier des environnements. On a des architectes 3D dans l'équipe. On a des gens qui font du développement. Et il y a des personnes qui commencent à louer des lieux clés en main, à construire des lieux clés en main. Donc en fait, l'expérience qu'on va retrouver dans l'immobilier traditionnel, on pourra la retrouver demain sur les métaverses qui vont
conserver cette philosophie, cette vision d'ouverture sur laquelle on va pouvoir acheter ses terrains et exercer son activité sans contrainte. Donc le métaverse façon Web3, c'est vraiment un univers open dans lequel on pourra faire un petit peu ce qu'on veut, de la même manière qu'on peut déployer sur Internet le site qu'on a envie. Demain, on pourra déployer son espace virtuel utile au développement de sa société. Donc je vous remercie, j'en ai fini avec ma présentation. Merci Loïc. Je ne sais pas si nous avons des questions dans la salle, peut-être 1 ou 2 minutes, 1 ou 2 questions. Installez-vous peut-être si jamais vous avez une question. Voilà, il y a un monsieur là déjà. Merci. Est-ce que ça marche? Allô, allô, allô. Bonjour monsieur, je suis très content de vous rencontrer. Je suis journaliste News Online Presse TV à Paris, correspondance. Je vois beaucoup avec le virtuel, beaucoup de mensonges. Le virtuel ne peut pas parler avec la personne. Il faut ne pas la personne par réalité. Parce que les Français ne sont pas adaptés sur le virtuel. Il y a beaucoup d'arnaques sur le mobilier, sur le pour louer une maison, je trouve, c'est le mensonge. Ce n'est pas la réalité. Il faut parler avec le peuple français en face. Une personne ne voit qui c'est. Parce que les gens, ils dépensent l'argent. Moi, je suis journaliste, j'ai fait les textes. J'ai perdu 10 000 € pour mensonge. Le virtuel, c'est pas bon. Il faut parler avec les gens. Il y a les gens, ils se défendent devant vous, vous discutez. Vous payez l'argent, ça ne veut pas qu'ils prennent l'argent. À la fin, on le trouve, c'est l'arnaque. Alors, permettez Loïc peut-être de répondre. S'il vous plaît, je vais venir. Il faut donner la vérité pour le peuple français. Moi, je suis journaliste étranger. Je suis français, canadien. Je vois beaucoup de mensonges. Les virtuels, le tout. Quand on fait, par exemple, les radios pour la télévision, pour les corona, ça, c'est tout mensonge, ça, monsieur. Je suis dans la réalité. Je suis journaliste, reporter. Je connais la réalité. Parce que les Français, les pauvres, sont naïfs. Merci. Alors, merci pour la question. Loïc. Du coup, si je peux me permettre de répondre, en fait, le métaverse, pour moi, c'est au contraire mettre un petit peu d'humain dans ses relations. Actuellement, quand on est sur le site e-commerce d'un commerçant particulier, un petit artisan, en fait, il y a une messagerie, on ne voit pas la personne dedans, on ne voit pas les visiteurs et en fait, on ne sait pas à qui on achète. Demain, dans une expérience métaverse immersive, la personne qui tient sa boutique, on la verra, on pourra aller lui parler. Et c'est ça la bonne vision du métaverse. C'est pas de déshumaniser les choses, c'est pas de cacher l'humain derrière un avatar, ça va être au contraire la possibilité d'aller lui parler, d'aller échanger avec lui, là où l'Internet, le Web 2 tel qu'on connaît, en fait, voilà, les gens sont cachés derrière des pseudos, pensent qu'ils peuvent tout dire, tout faire, et c'est des choses qui demain vont évoluer et vont donner un sens au métaverse en remettant un peu d'humain dans tout ça. Après, j'ai peut-être une vision utopique de tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un des développements possibles du métaverse à l'avenir. Et c'est vers ça qu'on va tendre plus dans le futur? Pardon? On va tendre plus vers ce... Oui, tout le monde aspire à un petit peu plus d'humanité dans nos échanges digitaux. Et c'est cette promesse du métaverse. Et Facebook l'a bien compris en allant... voilà, totalement dedans, corps et âme. C'est pour permettre de réengager les communautés, permettre aux gens d'échanger. Donc, je ne défends pas la vision de Facebook, leur approche très centralisée, mais dans tous les cas, cette approche communautaire, c'est leur vision et ce n'est pas pour rien que c'est la première société à y aller la fleur au fusil. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Encore peut-être une dernière, si on a dans la salle, n'hésitez pas, on a des micros. Peut-être, Loïc, justement, donc, on est quand même aux prémices, hein. Donc il y a encore de développement, il y a encore de choses à faire. Ouais. Donc là, ici à ce salon, on parle beaucoup de transition énergétique, de sobriété et tout ça. Aujourd'hui, c'est des univers qui sont très consommateurs, en tout cas d'énergie et tout. Donc on va vers une optimisation, plus on tend. En fait, en termes de consommation d'énergie de ces univers, en fait, il y a tout. En fait, les métaverses sont multiples, mais normalement, l'essence du métaverse, c'est d'être accessible sur tout périphérique, sur navigateur, sur téléphone. Et on fait
on parle beaucoup des designs un petit peu moches, pixelisés des métaverses actuels. C'est justement parce qu'on veut qu'ils soient compatibles avec les réseaux, on veut pouvoir y accéder sur Internet. On n'est pas sur des contenus haute définition comme sur Netflix, on n'est pas sur la même qualité qu'on va retrouver dans le monde des jeux vidéo. Donc les proto-métaverses, les métaverses Web 3, tournent en réalité sur quelques serveurs. Donc c'est évidemment plus consommateur que des sites internet statiques optimisés, mais il y a des vraies contraintes. Nous, c'est notre quotidien d'optimiser le nombre de polygones, la quantité de textures, le nombre de mégaoctets. Donc il y a comme un enjeu. Il y a des enjeux de consommation derrière ces créations d'univers. Hein. Donc vous avez parlé pas mal de cas d'usage, des exemples concrets. Est-ce qu'il y a une vraie demande dans toute industrie confondue, hein, je ne parle pas que de la construction du bâtiment Il y a une vraie curiosité. On est encore dans une phase d'acculturation où il faut faire beaucoup de pédagogie. On pense qu'on peut faire plein de choses. En réalité, on peut déjà en faire, mais ce n'est pas aussi vaste que ce qu'on peut penser. Et du coup, on a beaucoup de sollicitations sur des projets. Il y en a qui se concrétisent, il y en a qui ne se concrétisent pas. Mais dans tous les cas, on est dans une prise de conscience que ça sera une vision possible de l'Internet de demain. Et que demain, le Web 3 va côtoyer le Web 2, va côtoyer le Web 1. Le but, ça ne sera pas remplacer, mais ça sera ajouter un outil supplémentaire au numérique. Merci Loïc. Donc, si nous n'avons pas de questions, ce sera la dernière question. Merci Loïc.